Erwan Devez, bonjour. Bonjour. Vous intervenez régulièrement dans l'industrie du tourisme, entre autres. Quels sont les apports que peuvent avoir les neurosciences dans cette industrie? Alors les neurosciences, c'est vrai que le lien entre neurosciences et tourisme, on peut se demander comme ça a priori, tiens, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? En fait, les neurosciences, c'est quoi? C'est l'étude de nos émotions, c'est l'étude de la mémoire, de nos souvenirs, c'est l'étude aussi de la décision. Pourquoi je décide de faire ceci ou de faire cela? Pourquoi je décide d'aller dans telle partie du monde au lieu de telle partie du monde? Donc tous ces éléments en fait, d'analyse sur lesquels la science progresse énormément, on commence enfin à comprendre un peu du fonctionnement du cerveau, eh bien il faut s'en servir. Et il faut que l'industrie du tourisme, au même titre que toutes les autres industries, et que l'école, etc., il faut que vous saisissiez de cette connaissance pour mieux travailler. Alors, les neurosciences nous enseignent que dans le cadre d'une expérience telle qu'un voyage, par exemple, le cerveau retient en priorité 3 moments forts. Le début, le point d'intensité émotionnelle maximum et la fin du séjour. Sachant cela, comment les acteurs du tourisme peuvent-ils designer leur offre? Oui, c'est un point qui est très important parce que vous savez, en fait, pour résumer, le cerveau, il met à la poubelle tout ce qui est morne, tout ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, et bien quelques années après ou quelques mois après, ça passe à la trappe. Tant mieux d'ailleurs. Et donc, lors d'une expérience comme ça touristique, le cerveau va effectivement s'attarder sur ces 3 points qui sont tout à fait stratégiques. Le départ, le point maximal d'émotion, donc quand il y a, dans une semaine, il y a vraiment quelque chose comme ça, l'effet « waouh », et puis la toute fin. Donc là, on parle en fait de science neuronale, c'est-à-dire que là, le cerveau est en émoi tout d'un coup. Donc il faut effectivement construire son offre en fonction de ces 3 points, de ces points d'intensité maximale. Donc évitez de faire un truc un peu ronronnant sur 7 jours, mais mettez le paquet à un moment donné sur un événement particulier, et puis soignez l'entrée et la sortie. Mais cela peut être difficile pour certains acteurs. Je pense à une compagnie aérienne, par exemple. Comment elle peut designer son offre pour créer un point d'intensité fort durant le vol? Alors le point d'intensité, effectivement, il est plus complexe, surtout si vous voyagez pendant la nuit, vous n'allez pas réveiller tout le monde. En revanche, pour la compagnie aérienne, évidemment que l'entrée et la sortie, là, elle a une grande marge de manœuvre. L'expérience utilisateur, l'accueil, la qualité de l'accueil, etc. Donc ça, évidemment, pour le cerveau, ce sera des points qui seront particulièrement attendus. Il est prouvé que le fait d'être entouré de nature génère des bienfaits physiologiques. Selon vous, les acteurs du tourisme devraient-ils mettre cela en avant dans leur communication? Oui, bien sûr. Et alors en particulier, évidemment, en Bretagne. On a cette chance d'avoir une nature qui est absolument étonnante, absolument merveilleuse. Alors là encore, il faut, c'est bien tout l'intérêt des neurosciences, c'est d'arriver non pas avec « tiens, j'ai l'impression que, tiens, quand je vais me promener au bord de la plage, j'ai l'impression que je vais mieux ». C'est très bien d'avoir l'impression, mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir la certitude scientifique. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en fait au contact de la nature? Eh bien, on a des effets neurobiologiques tout à fait quasiment immédiat. On va avoir une baisse du stress et des processus anxieux, donc une baisse du cortisol en particulier. On va avoir une hausse du bien-être via une production de dopamine, d'endorphine, etc. On va même avoir, et ça c'est moins connu, on va avoir une hausse de notre performance cognitive. Quand on marche au bord de la nature, on réfléchit mieux, on est plus focalisé, on est mieux concentré. Donc idéalement, dans une société qui apprendrait de tout cela, nous irions faire des entretiens d'embauche ou des entretiens d'appréciation au bord d'un parc, au bord de la nature. Je dis cela en rigolant, mais pas seulement. C'est une vraie révolution qui s'offre à nous. Il faut enfin travailler en fonction de notre cerveau et non plus contraindre le cerveau à aller s'adapter à un système qui ne lui convient pas forcément. Dans les prochains mois et probablement dans les prochaines années, il est possible que les clients accusent une certaine dissonance cognitive, car les habitudes de consommation vont se heurter à certaines prises de conscience, telles que la nécessité de moins polluer par exemple. Comment les opérateurs du tourisme doivent-ils gérer cette fameuse dissonance? Alors, un mot sur la dissonance, parce que c'est absolument étonnant à étudier. La dissonance, c'est quoi? Vous avez des valeurs. Vous dites, voilà, moi j'ai envie de préserver ma planète, j'ai envie d'avoir un comportement éco-citoyen, etc. Et puis ensuite, vous avez vos actes.
Et on le sait tous, et l'être humain est comme ça. Les actes ne sont pas forcément toujours en conformité avec le système de valeurs. Et donc là, dans ce cas-là, nous nous trouvons en état de dissonance cognitive. Et le cerveau, il déteste ça. On ne peut pas rester ad vitam aeternam en dissonance cognitive. Donc, deux choix. Soit on modifie ces valeurs pour faire en sorte qu'elles soient en conformité avec ces actes, soit on modifie ces actes, donc ce comportement, pour faire en sorte que ces comportements soient en conformité avec ces valeurs. Alors, c'est compliqué, parce que le plaisir hédonique, le plaisir à court terme, vous vous faites un petit kiff, vous allez faire un tour sur la plage, par exemple, avec un peu motorisé, ou quelque chose qui vraiment... pas vraiment conseillé, mais vous avez quand même ce plaisir hédonique de court terme qui va vous donner une activation de dopamine et qui va vous provoquer un petit état d'euphorie. Mais à côté de ça, évidemment, vous avez la recherche de sens, ce qui fait sens dans le voyage, le respect de l'autre, le partage, etc. Et donc, on est toujours tiraillé entre ce plaisir court terme et cette recherche de sens à long terme. C'est le plaisir hédonique, d'un côté, versus le plaisir eudémonique. Donc, il va falloir arbitrer. Mais ce qui est passionnant, c'est que nous, en neuroscientifiques, on ne va pas arriver vers les acteurs du tourisme en disant « Bon, alors maintenant, on a la baguette magique, on va vous expliquer, prenez des notes et on vous donne le cahier de recettes. » Non, il va falloir le co-construire, tout ça. Il va falloir co-construire des offres touristiques qui marient à la fois le plaisir, les émotions, le plaisir court terme, et puis la recherche de sens. Et donc, ça va être un apprentissage permanent. Il y aura pas, on ne va pas travailler pendant 2 mois et après, on va décliner pendant 10 ans. Il va falloir en permanence redevenir des apprenants parce que aussi, cette question de la dissonance cognitive, elle est tout à fait liée au système de valeurs sociétales. On voit bien, par exemple, que nos valeurs sociétales sont en train de vraiment de changer à vitesse grand V. La crise du Covid va avoir aussi son impact, son effet, qui va être très intéressant. Très intéressant. Ce sera durable, vous pensez? Alors, on va traverser différentes périodes. D'abord, on va avoir un moment que l'on voit, par exemple, dans les pays qui sont en guerre au moment de la libération, on va avoir un moment d'exaltation collective. C'est-à-dire que quand on va comprendre que le Covid est derrière, on va avoir envie de respirer, de s'amuser, de partager, de reprendre un peu cette vie, etc. Et puis ensuite, on va voir, ce sera dans un deuxième temps où on va voir vraiment, vous savez, la question du monde d'après, par exemple, moi je suis très réservé par rapport à cette question du monde d'après. Parce que souvent on projette beaucoup. Quand j'entends tel ou tel philosophe parler du monde d'après, j'ai l'impression parfois qu'ils ont surtout envie de parler de leurs idées. Les idées qu'ils n'ont pas forcément réussi à mettre en place pendant... Donc, moi je crois beaucoup plus, et c'est beaucoup plus conforme à la réalité du fonctionnement du cerveau, je crois à l'évolution. Je ne crois pas à la révolution, je crois à l'évolution. C'est-à-dire qu'effectivement, chacun de nous, on va devoir se poser des questions peut-être qu'on ne se posait pas avant. Et c'est pour moi un point qui est central, parce qu'effectivement, dans l'activité touristique, eh bien, on va devoir être beaucoup plus pointu, beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus dans la recherche de sens, beaucoup moins certainement dans l'hyperconsommation. Mais, encore une fois, l'hyperconsommation, elle va revenir un petit peu au grand galop parce qu'on aura ce besoin, à un moment donné, de reconsommer à nouveau. Donc, c'est tout cet équilibre, en fait, qu'il va falloir construire, mais qui va se construire au fil de l'eau. Donc, encore une fois, je pense que dans tous les secteurs d'activité, mais en particulier dans le secteur d'activité du tourisme, il va falloir être extrêmement agile, extrêmement apprenant, extrêmement à l'écoute, et vraiment dans la co-construction générale. Alors j'aimerais qu'on revienne un instant sur le concept de nudge marketing. On en entend souvent parler, pas toujours en bons termes. Est-ce que vous pouvez redéfinir ce concept et nous expliquer dans quelle mesure le nudge marketing peut mobiliser les individus à faire des choses à impact positif? Alors le nudge, un mot sur le nudge. En fait, le nudge, ce sont des petites techniques qui permettent d'orienter un comportement, donc d'orienter le comportement de l'autre, sans qu'il le sache forcément. Voilà, on va jouer en fait sur des spécificités du cerveau, sur des failles du cerveau, pour aller vers inciter, en fait, donner un coup de pouce, inciter l'autre à adopter un comportement. Je vais vous donner un exemple très, très simple et vertueux, le don d'organes.
Avant, dans certains pays, pour donner ses organes, il fallait remplir un formulaire en disant « je veux donner mes organes ». Et puis, face à la pénurie en fait, d'organes, certains pays se sont dit « mais comment on peut faire pour augmenter ?» Alors, ils ont fait des campagnes de pub, ils ont fait machin, ça ne marchait pas. Et un jour, quelqu'un a proposé une idée qui a coûté 0 centime, et qui était d'une efficacité incroyable. C'est-à-dire qu'il a dit ben, si on inversait le truc, c'est-à-dire si au lieu que les gens demandent, en fait, fassent une démarche en fait, proactive pour dire je veux de mes organes, si par défaut ils donnaient leurs organes et ils doivent faire dans ce cas-là une démarche proactive pour dire non, je ne veux pas donner mes organes. Et bien cette simple inversion a multiplié le don d'organes de façon colossale parce qu'on a joué sur une faille du cerveau, c'est le biais de statu quo. Vous savez, le cerveau, il est un petit peu feignant. Donc quand il faut faire quelque chose, on dit ah oui, tiens, il faudra que j'y pense, puis finalement on ne le fait jamais. Donc, revenons à nos moutons par rapport au tourisme. Effectivement que les nudges peuvent être très utiles, et notamment, je pense, par rapport à l'éco-citoyenneté, par rapport au comportement vertueux, etc. Les nudges peuvent être très utiles. Mais alors, il y a deux cas de figure. Soit on les fait avec une petite dimension manipulatoire derrière, et je pense que, très franchement, ce n'est pas la bonne solution, parce que si le consommateur décèle cette intention un peu manipulatoire, bah là, ça va pas bien se passer. Et puis, je pars du principe aussi, et vraiment beaucoup de signes le montrent, que nous tous, nous allons beaucoup mieux comprendre et connaître notre fonctionnement cérébral. Il y a un engouement extraordinaire autour des neurosciences, et donc, on sera moins manipulable. Et c'est très, très bien. Il faut faciliter la connaissance des neurosciences pour aussi reprendre, chacun de nous, reprendre notre libre arbitre par rapport à tout ça. Donc, en revanche, si les acteurs du tourisme expliquent, on voit par exemple dans les hôtels pour les serviettes de bain, par exemple, hein, pour éviter de changer tous les jours ces serviettes de bain. Enfin, il y a 1000 exemples autour du tourisme. Mais si on explique en fait que l'on va activer voilà, certains comportements pour des motifs vertueux, encore une fois, eh bien là, on peut mettre tout le monde à bord. Et on est quand même dans une société, il ne faut pas l'oublier, et surtout actuellement, et surtout en France, on est quand même dans une société où il y a un fond complotiste un petit peu permanent, où tout le monde s'oppose, où tout le monde se méfie. On est quand même dans une société un peu aujourd'hui de la méfiance ou de la défiance. Donc moi, j'encourage vraiment les acteurs du tourisme à aller plein pot sur ces sujets, mais en toute transparence, ils ont tout à gagner. Merci beaucoup.